Donc bonjour Anna et merci de m'accorder cette interview pour Diacritique. Donc tu es parmi nous pour quelques jours à l'occasion de la sortie de ton livre L'invisible Madame Orwell qui est paru donc cette semaine chez Héloïse d'Ormesson. Donc est-ce que tu peux déjà nous dire quelques mots sur toi-même pour te présenter en tant qu'autrice? Ah oui, je veux bien. Merci Karine et merci d'avoir fait une traduction superbe, sublime. Vraiment, c'était un plaisir de lire ça. De te lire, je veux dire. Merci. Oui, je m'appelle Anna Funder, je suis australienne, j'habite à Sydney et je suis écrivaine. J'ai écrit 2 autres livres à part de La vie invisible de Madame Orwell. Le premier, c'était Stasiland. C'était des vraies histoires de résistance entre des personnes, soit dit ordinaires, à la RDA, l'Allemagne de l'Est, qui a gagné un grand prix il y a 20 ans en Angleterre et maintenant est apparu dans beaucoup de pays. Le deuxième, c'était un roman. Encore un sujet de courage entre femmes et de résistance. Le roman s'appelle Tout ce que je suis, aussi apparu en France chez Héloïse d'Ormesson, comme Stasiland d'ailleurs. Et ce roman il a été comment on dit, renommé du prix. Il a reçu le prix. Il a reçu le premier prix en Australie pour le roman. Et il s'agit d'une histoire de 2 couples allemands, de journalistes et d'activistes qui sont contre Hitler et ils vont se réfugier à Londres en 1933. Mais ça se passe mal pour eux. Ce sont des gens très doués, très courageux, et ils ont enfilent des informations du bureau de Göring et les donnent à Churchill à Londres pour ils veulent que le monde s'éveille à le danger que pose Hitler à cette époque-là. Alors, longtemps avant la Deuxième Guerre mondiale. Et oui, à la fin, il y a 2 entre eux qui sont, cette histoire est vraie, qui ont été retrouvées mortes dans une chambre à Bloomsbury. Et cette histoire m'a fascinée parce que j'ai connu une femme d'entre elles qui était une amie. Bon, tout ce que je suis. Et maintenant, La vie invisible de Madame Orwell. Et j'avais pas reconnu, parce que quand je travaille à ce qui m'intéresse, les thèmes qui m'intéressent. Et maintenant, en Australie, ils vont faire une petite série de ces 3 livres. Et j'avais pas reconnu qu'il y avait beaucoup de thèmes en commun entre eux. Oui. Et maintenant, alors j'ai pris du temps à me connaître ou à reconnaître ces traits en moi, mais ce qui m'intéresse, c'est le courage des gens contre le pouvoir. Le pouvoir. Soit, mon mari m'a dit, "What is it with you? First, you take on the Stasi, then you take on the Nazis, and now patriarchy." Are you done? Et en fait, c'est pas ça qui m'intéresse tellement. Je viens d'une famille intellectuels de gauche, de centre-gauche. Ma mère était psychologue, mon père était médecin. Il a travaillé d'ailleurs ici à Paris. Et ce qui m'intéresse, c'est le courage d'agir contre toute manière de pouvoir. Et ça, j'ai en commun un peu avec Orwell. Alors, je veux jamais dire mon nom et le nom d'Orwell dans la même phrase parce que ça fait bizarre. Mais c'est pour ça que, comme jeune fille, j'avais lu Orwell, comme tout le monde à l'école d'ailleurs.
dans les pays anglo-saxons, on mise tous La ferme des animaux et 1984. Mais je crois que là, il y a quelque chose dans l'œuvre d'Orwell qui m'a toujours fascinée. Et qui reste très très contemporaine, effectivement, oui. Et oui, oui. Et oui. Surtout aujourd'hui, quand il y a beaucoup de régimes autoritaires et, qui montent dans le monde, en Europe, partout, en Asie. Et aussi qu'on vit maintenant dans un monde où nous sommes tous surveillés. Surtout quand j'avais écrit Stasiland, les Stasi que j'interviewais, les anciens membres de la Stasi, des fois je pense que ils seraient réjouis de voir comme on se laisse maintenant tous surveiller. Bien sûr. Tout à fait. Ouais. Ça me donne la trouille. Oui, mais tu n'es pas la seule, tu n'es pas la seule. Alors, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est d'où est venue cette idée d'écrire sur Eileen O'Shaughnessy, qui est une femme que, bien entendu, personne ne connaît, alors que George Orwell est un écrivain qui est tellement connu, qui est un des plus lus à travers le monde. Donc, comment l'as-tu découverte et comment as-tu conçu ce projet d'écrire sur elle ? Bon, d'abord, j'ai toujours l'impression quand je parle de ça, et ça fait 1 an que le livre qui s'appelle Wifedom en anglais est apparu chez nous en Angleterre et aux États-Unis. Et je donne toujours l'impression, parce que je parle dans le passé, que je savais ce que je faisais. Mais c'était pas comme ça. C'était comme tous mes projets littéraires, je lis pour découvrir, parce que j'ai une grande curiosité et il y a quelque chose qui me fascine et je veux découvrir ce que c'est, ou comment c'était, ou qui c'était, ou les trois à la fois. Et il y avait un moment, il y a 7 ans, où je me trouvais avec 3 enfants, beaucoup trop à faire, un change mental qui était trop pour moi. Et j'étais aussi en périménopause, si ça se dit comme ça. Et j'avais trop à faire. Et mon mari, qui est un homme super, bien, il voyageait beaucoup, il n'était pas là, il fallait que je fasse tout. Et quelqu'un de plus doué, je veux dire, de plus conscient, ou qui savait plus ce qu'il fallait faire. J'aurais pu consulter un psy ou faire du yoga. Et moi, je suis tournée vers Orwell et j'ai relu ses Collected Essays, Journalism and Letters un été chez nous. Et c'était formidable, j'ai adoré faire ça parce qu'en lisant these collected essays, letters and journals. Oui, ce sont donc, il s'agit donc d'un livre qui comprend ses articles dans les journaux, des lettres et puis des essais qu'il avait écrits par ailleurs. Oui, et ça date de son commencement. Et il y a 4 volumes et c'est toute sa carrière. Alors on voit comment il s'est fait comme écrivain. Alors son personnage comme écrivain s'est évolué en écrivant. Et ça, pour moi, c'était fascinant. Parce qu'à ce moment-là de périménopause, j'avais l'impression que je m'avais oubliée ou je m'avais perdue. Et c'est comme ça pour beaucoup de femmes. Et en fait, cet changement chimique en soi est aussi un changement psychique. Psychique. Oui, psychologique. Et maintenant, je pense que ce que je voulais, et je ne savais pas à cette époque
exactement ce que je voulais, ou comme Orwell pourrait me sauver ou m'aider à me retrouver. Mais c'était ça, c'était un travail à retrouver moi-même en lisant comme Orwell s'est inventé comme dans un écrivain, comme un écrivain. Très bien. Oui, oui, non, je comprends ce que tu dis. Oui, c'est qu'à travers Orwell, tu es allé chercher ce qui te manquait, en fait. Et donc, pourquoi Eileen? Et comment Eileen est-elle arrivée? Oui. Comment tu l'as découverte? Et comment est-ce qu'elle t'a suffisamment intéressée, alors qu'en fait, elle n'apparaissait nulle part? Comment tu l'as découverte? Et comment est-ce que tu es allé la chercher au fond, donc, de la fameuse boîte noire? Ah oui, la fameuse boîte noire. Oui, du placard noir en français. Oui, en plus, c'est moi qui ai traduit, je devrais le savoir. Ah oui, cette scène avec oui, comment tu magicien. l'as sortie du placard? Voilà, oui, parce qu'en français, on a cette expression, tu sais, de mettre quelqu'un au placard pour ne plus le voir. Ah bon? Et donc, faire sortir pratique. Du placard, ça peut tout à fait s'entendre. Oui. Out of the closet. Oui. Oui, c'est aussi un terme. Nous, en anglais, out of the closet, ça veut dire ne plus cacher sa sexualité. Voilà, bien sûr. Mais alors, il y a aussi en français, c'est plus vaste. Oui. Le terme est mais plus vaste. Il y a aussi ça pour Orwell. oui, oui, bien sûr. Bien sûr. Eileen est au placard et Orwell est aussi dans le closet. Oui, dans un certain sens. Donc, Eileen, comment tu as fait cette découverte? Alors, j'ai lu Orwell, j'ai relu les romans, La ferme des animaux et 1984 et les autres. Et puis j'ai lu les 6 grandes biographies qui ont été écrites sur Orwell. Il y a beaucoup qui est écrit sur lui, mais il y avait 6 biographies majeures. Je les ai lues. Ça m'a fascinée, amusée, j'ai beaucoup découvert. Orwell, c'est un homme que les biographes admirent tant, et moi aussi. Alors il y avait beaucoup de joie pour moi en lire ça. Et à la fin de ça, je ne me retrouvais pas encore guérie de mon état comme écrivain et comme femme. Alors j'ai continué à regarder sur l'internet ce qu'il y avait et j'ai trouvé 6 lettres. C'est pas moi qui les ai trouvées dans l'archive, mais il y a 6 lettres de Eileen, qui est la première épouse d'Orwell, à sa meilleure amie Nora, avec laquelle elle a étudié la littérature à Oxford au début des années 20. Et c'est assez rare qu'une femme a fait des études à Oxford à cette époque-là. Ces lettres datent du début du mariage d'Eileen et George Orwell jusqu'à la fin de ce mariage. Et il y avait 6 lettres qui n'étaient pas encore connues. Ils ont été trouvés dans les affaires du neveu de Nora en 2005. Alors, après que les biographies étaient écrites. Et dans la première lettre, Eileen écrit... Alors, ce qu'il y avait là, c'est une vue sur ce mariage, de l'intérieur du mariage, que personne n'a vraiment regardé. Oui. Et dans la première lettre, Eileen... Elle écrit pour la première fois à Nora 6 mois après avoir marié George. Alors c'était novembre 1936. Elle a écrit à Nora et elle dit, bon je fais à peu près mais elle dit, ma chère Nora, s'il te plaît excuse-moi que j'ai pas écrit ces 6 mois passés, mais j'ai perdu l'habitude d'écrire à temps, parce que depuis le mariage, nous nous querellions si amèrement et constamment que je pensais j'allais écrire à tout le monde une fois la séparation ou le meurtre soit achevé. Waouh! Alors je me suis dit, je venais de lire Orwell, je venais de lire ces 6 biographies, super, mais je ne connaissais pas cette femme. Cette femme qui a une humour superbe, qui sait écrire, qui a fait des études à Oxford. Et je me demandais, mais qui est-elle? Et en plus, au sujet de quoi se sont-ils querellés ces
semaines et ces mois-là, au début du mariage. Pourquoi veut-elle le tuer, même si elle plaisante? Oui, ce sont des questions très intéressantes. Parce tout à fait. Et je savais que... Alors, j'ai regardé dans les biographies, cette époque-là, au début du mariage, et j'ai vu que les biographes écrivent, par exemple, Orwell, à cette époque-là, juste après le mariage, il n'a jamais été aussi content. Jamais avant et jamais après. C'était les mois les plus heureux de sa vie. Et aussi, les conditions pour lui étaient, on dit, idylliques. Alors, et c'est tout, point, rien d'autre. Et moi, alors j'avais, d'un côté, j'avais cette femme superbe, plein d'humour, qui sait très bien écrire. Et elle écrit c'est elle qui fait ces conditions. C'est son travail qui rend ces conditions si idylliques pour Orwell. Et les biographes le savent. Alors, parce qu'il n'y a personne d'autre. Ils habitent dans une toute petite maison à la campagne. C'est elle qui le rend heureux, mais c'est tout ce qu'ils écrivent. Alors je me suis dit, il y a des questions. Qui est-elle? Pourquoi ils querellent autant? Et pourquoi est-il possible qu'il existe ces 6 biographies magnifiques, mais ils ne disent rien sur cette femme brillante, écrivaine, qui était-elle? Alors, il fallait que je trouve un moyen d'écrire, à adresser ces 3 questions. Alors justement, moi, il y a une chose qui m'intéresse énormément dans ton livre, c'est la structure. Parce que tu as mélangé, entre guillemets, la forme de la biographie classique, la forme du roman et la forme de l'essai. Bon, la biographie classique, tout le monde voit ce que c'est, les dates, les repères, etc. Le roman, parce que tu fais intervenir par moments des scènes donc, que tu imagines entre Eileen et Orwell, donc des scènes de la vie quotidienne, mais qui sont très révélatrices. Et puis, il y a cette partie d'essai qui, moi, m'a passionnée, où tu prends beaucoup de recul et où tu fais justement des références à ta propre vie et à ce que tu nous as raconté au début, et où tu essayes de faire des parallèles justement entre la vie d'Eileen et celle des femmes d'aujourd'hui. Donc, comment est-ce que tu as réussi à mettre au point cette structure? Ah, c'était difficile. Oui, j'imagine. Je voulais dire, j'ai pas fait exprès. Non, ça s'est construit petit à petit, bien entendu. Ah oui, ça s'est construit petit à petit. Dans tous mes livres, je cherche toujours la forme, soit-il fiction ou non-fiction, pour qui est la meilleure pour l'histoire que je révèle, ou l'histoire que je raconte. Et par exemple, en Stasiland, il y a aussi, c'est un récit. Alors, ce sont des vraies histoires qui sont dans ce livre, mais c'est aussi un livre assez personnel parce que je le raconte et je suis là comme personnage un tout petit peu dans le livre. Je voulais d'abord écrire un roman quand j'étais jeune. Je voulais toujours écrire un roman, mais quand j'ai révélé ces histoires de ces 4 personnages à Berlin et à Leipzig, à Dresde, qui me fascinaient. C'était 3 femmes et un homme, le Mick Jagger de la RTL. Surtout l'histoire de Myriam. J'ai commencé à écrire un roman et c'était un roman affreux. Il était affreux parce que il était affreux en soi, mais aussi parce que c'était un problème esthétique et aussi un problème moral. Parce que j'avais pas le droit, je remarquais à un certain point, ce n'était pas mon histoire à raconter. Et en plus, les histoires des gens, comment on dit, normales, de la vie quotidienne. Oui, les gens qui ont résisté mais qui n'ont pas été connus, on dit toujours ce sont des victimes de la Stasi, s'ils ont été emprisonnés ou poursuivis.
Mais avant qu'ils soient victimes, c'était pour moi des héros. Oui, héros bien sûr. Moraux. Bien sûr. Et les histoires de ces 4 personnages n'étaient pas racontées à cette époque-là, il y a 25 ans. Aujourd'hui, pas non plus. Et je voulais les révéler. Alors, et c'était nécessaire parce que à cette époque-là, à Berlin, pendant les années 90, les victimes ou héros, les victimes de la Stasi étaient là à Berlin et les Stasi étaient tous là aussi. Alors je me suis dit, il faut que je raconte ces histoires dans un récit pour que c'est comme une intervention dans l'histoire qui, je soupçonnais, n'allait pas inclure ces histoires. L'histoire majuscule H. Oui, ça ne rentrerait, ces petites histoires-là ne rentreraient pas dans l'histoire avec un grand H. Oui. Mais c'est ces histoires-là qui sont très très importantes parce que c'est les histoires de cette sorte de résistance qui vont nous sauver quand le système autoritaire revient. Bien sûr. Je parle maintenant en France à l'époque de ces élections. C'est les gens qui vont dans la rue, bien sûr, qui sont importants. Bon, bref, il fallait que ça soit des histoires vraies. C'était pas à moi de prendre ces histoires comme si c'était les miennes et de privilégier ma voix. Tout ce que je suis, ils étaient tous morts. Je voulais qu'ils reviennent à la vie. Et ce sont des personnages qui étaient des vrais personnages. Mais je pouvais écrire un roman parce que c'était dans le passé et je voulais que tout le monde comprenne que ces gens que ce courage qu'ils avaient à agir contre les nazis était vrai et que le suspense est qu'ils mettent leur vie en jeu. Et ça, pour moi, c'est une chose extraordinaire. Ah oui, je suis d'accord. Ils font ça pour sauver nous, les autres. Oui, bien sûr, tout à fait. Oui. Et c'est ça exactement ce qu'ont fait les jeunes ou les gens en Stasiland aussi, ces personnages-là. Alors c'est la même chose et c'est ça ce qui me fascine à l'être humain. Il y en a qui font ça, il y en a plein. Et c'est un truc anti-darwinien, si tu veux que tu comprends. Ah oui. Et c'est un truc incroyable. Et moi, je ne suis pas très courageuse et je crois que c'est pour ça que ça me fascine. Bon, Wifedom, il y avait cette femme inconnue. J'avais ces lettres. J'ai eu la permission, l'autorisation de les utiliser dans mon livre. Alors, et je voulais que Eileen se rend en vie pour les lecteurs. Je voulais que je puisse On entend très bien sa voix. Oui, on entend très bien sa voix. Et avec ces vraies lettres, je croyais que je pourrais faire ça. Alors j'écris des scènes où elle écrit ses propres lettres, les vraies lettres. Et on sait dans le texte, quand on regarde la page, que c'est ses vraies lettres, parce que c'est en italique. Mais je sais où elle était quand elle écrivait les lettres. Je sais, à la fin de mes recherches, qui ont duré 2 ans à peu près, je savais aussi ce qu'elle ne disait pas à Nora. Par exemple, Georges est avec une autre femme, ou Georges ne veut pas que je laisse la maison, ou que je dépense de l'argent, ou il va à la guerre en Espagne, par exemple, ce premier lettre. Il allait partir en Espagne. Alors, c'est pas qu'elle mentait à Nora, mais c'est comme tout le monde, elle disait pas tout. Alors, je voulais être dans sa tête pour que le lecteur comprenne sa situation lorsqu'elle écrivait à sa meilleure amie. Alors, on voit le mariage, on voit Orwell, on comprend aussi Eileen, et pour ça, il fallait de la fiction. Mais les autres parties, je ne suis pas une biographe, je suis romancière, mais il fallait aussi que, je voulais que, la question pour moi, c'était pourquoi cette histoire d'une femme, une mariée, une femme de 80 ans avant, en arrière, pourquoi cette femme et cette histoire me fascinent tant.
Et je crois que c'est parce que on n'est pas encore égaux, les femmes et les hommes, en tant que ce n'est pas seulement un fardeau domestique, ce n'est pas seulement qu'il faut penser, que nous on pense à tout, on pense aux autres, on a le charge mental domestique, on s'occupe des enfants, des vacances, de la vie sociale, des parents aussi, de tout le monde. Je crois que dans les pays anglo-saxons, c'est peut-être un peu plus extrême qu'en France, j'espère. Mais je sais pas. Mais tout ce travail que font les femmes partout dans le monde, parce que il n'y a pas de société qui n'est pas patriarcale dans ce sens-là, ou patriarcale tout court dans le monde. Et au cœur du patriarcat, c'est de rendre un homme, ou les hommes centrales, puissants, riches, avec des loisirs. Et ça vient parce qu'il y a des femmes qui travaillent beaucoup, qui élèvent les enfants, qui ont une charge mentale. C'est connu, hein, c'est pas moi qui invente ça. Qui font tout ça non rémunéré. Et souvent, ce travail est invisible pour les hommes. Et aussi, je pense que souvent, ce travail fait partie de ce que c'est d'être une femme bien, ou une mère bien. Et alors, c'est un travail très genré, parce que pour être une femme bien, il faut s'occuper des autres. Il faut avoir en tête les besoins des autres. Et ça, mais pour être un homme bien, ou comme Orwell, c'est un terme très orwellien d'ailleurs, a decent man, un homme bien. Oui, c'est ça, oui, on peut tout à fait traduire comme ça. On peut être un homme bien sans faire le moindre travail pour les autres, sans s'occuper de ses enfants, de ses parents, de la bouffe, comme fait mon mari en ce moment. Ce qui prouve que c'est un homme bien. C'est un homme bien. Mais tu comprends ce que je veux dire, ce travail. Alors l'ONU estime que dans le monde, si le travail des femmes non rémunéré, si on le payera, ça coûterait 10,9 milliards de dollars américains par an. Wow. Alors, c'est ce travail de femmes partout dans le monde. Et pour moi je vis dans un pays riche, je suis mariée avec un homme bien, j'ai de l'argent, je fais ce que je veux, je suis une blanche. Alors, si je ressens ça, comment je fais pour les autres? Et avec ce chiffre de l'ONU m'a vraiment frappée parce que c'est un travail que le monde, les pays ne peuvent pas payer, c'est trop cher, mais on ne peut pas aussi, ça n'irait pas, les sociétés ne fonctionneraient pas sans ce travail de femmes. Bien sûr, elles s'écrouleraient, bien sûr. Alors c'est invisible, mais sans ça, il n'y a rien qui ne fonctionnerait. Oui, c'est non reconnu dans tous les sens du terme. Dans tous les sens du terme. Alors pour ça, il fallait que je raconte Alors j'ai demandé à des amis à moi, que j'explore un peu ça dans ma vie. Je fais ça assez légèrement, je pense, mais je voulais aussi cette histoire d'Aline et Orwell. C'est l'histoire d'une femme, d'un mariage pendant les années 30 et 40. Mais on pense maintenant, 2024, on pense qu'on est allé beaucoup plus loin avec les droits des femmes que ça, mais c'est pas si loin qu'on pense. C'est pour ça qu'il y a il y a ces trois niveaux, si tu veux, du livre. Il y a la fiction où Eileen revient en vie. Oui. Il y a cette exploration, comment les biographies l'ont enterrée. Oui, tout à fait. Il y a ça. Et il y a aussi pourquoi ces histoires
sont importants pour les femmes aujourd'hui, et pour les hommes, et pour les familles, de reconnaître. Quelquefois, mon père était scientifique, quelquefois, quand on voit quelque chose très clairement, ou dans un extrême cas, ça rend plus visible notre situation. Alors c'est ça ce que je voulais faire. Quand j'explique comme ça, et surtout en français, on a l'air que c'est très compliqué. Mais pour lire, j'espère que ce n'est pas compliqué. Non, c'est très clair. Moi, ce que je trouve fascinant dans ce processus d'invisibilisation que subit Aileen, c'est qu'en fait, il y a plusieurs étages. Il y a la première invisibilisation qui vient d'Orwell. Oui. Et puis ensuite, il y a une deuxième couche, si je peux dire, qui est celle des biographes, qui l'ont complètement enlevé de toute l'histoire d'Orwell. Alors que, comme tu le montres de manière extraordinaire, Orwell, sans sa femme, n'aurait pas été Orwell. Non, il ne serait pas été Orwell. Après le mariage, il y avait des amis à Orwell qui connaissaient Orwell très bien, qui l'aimaient beaucoup. Richard Rees, qui était son éditeur, très très bon ami, son meilleur ami, et Frederick Warburg, qui était aussi un éditeur à lui. Ils connaissaient aussi Aileen, ils étaient chez eux. Plusieurs fois, beaucoup de fois, ils ont dîné avec eux et tout. Mais tous les deux, ils ont dit, un peu comme ça, je comprends pas trop, mais après le mariage, l'écriture d'Orwell est devenue beaucoup meilleure qu'avant. Beaucoup mieux qu'avant. Mais ils peuvent pas, il y a cet aveuglement patriarcal dans la société à cette époque et dans le nôtre qui rend ce travail et à la fin cette femme invisible. Et Orwell, alors l'exemple le plus extrême, c'est Hommage à Catalogne. Alors c'est après avoir écrit ce lettre à Nora, alors, dans ma tête, je pense toujours c'est la lettre meurtre ou séparation. C'est murder or separation letter. Orwell est parti en Espagne et il a écrit Hommage à Catalogne. Et on peut lire Hommage à Catalogne sans se rendre compte que Aileen était là presque tout le temps que Orwell était là. Et non seulement ça, elle travaillait sur le propagande du ILP, International Labour Party, du POUM, dans le bureau au centre à Barcelone. Alors, elle savait tout ce qui se passait, parce qu'elle savait tout ce qui se passait. Et lui, il était loin, il savait rien de ce qui se passait. Oui, elle était une figure clé, alors que lui, il était à perpète, à attendre dans sa tranchée, où il se passait rien. Absolument. Et, mais les biographes écrivent, par exemple, Aileen, je dis en anglais ou en français? Comme tu veux. Comme tu veux. Hein. Écoute, j'essaye de traduire ça. Aileen, qui n'était pas femme politique du tout, elle est partie pour l'Espagne parce que elle voulait être plus près de son mari. Il lui a envoyé ce qu'elle pouvait trouver à Barcelone, du chocolat, de la margarine, des fois des vêtements. Point. Rien d'autre. Lorsqu'ils savaient, les biographes, ils savaient qu'elle travaillait au centre. Qu'elle avait un vrai rôle politique. Un vrai rôle politique. Et qu'elle n'était pas allée juste rejoindre son mari, mais qu'elle était dans la lutte politique aussi. Pas du tout. Alors, beaucoup de fois, il me semble que l'aveuglement des biographes ou des hommes en général est inconscient. C'est comme, ce n'est pas leur faute. C'est le processus genré d'être homme, ça leur rend aveugle avec blind with benefits, je dirais. Oui, ils profitent de leur aveuglement. Ils profitent de leur aveuglement. Mais là, il y a quelque chose de vraiment délibéré à la rendre invisible, parce qu'ils savaient qu'elle était là. Si j'écrivais une biographie d'Orwell et je savais que sa femme était là au centre de la partie, j'aurais exploré ça. Alors, bien sûr. Alors maintenant, je l'ai fait. Maintenant, c'est fait. Maintenant, c'est fait. Elle est là. Elle est rentrée dans l'histoire. Oui. Oui, ça, c'est vrai que c'est vraiment un travail, moi, que je trouve remarquable et qui marque même l'histoire des études orwelliennes, parce que c'est vrai qu'elle a eu
un tel poids dans la carrière d'Orwell qu'on peut se demander, même si Orwell aurait-il été Orwell s'il n'y avait pas eu Eileen, et notamment je pense à La ferme des animaux, pour laquelle on sent vraiment que c'est un livre qui est différent dans l'écriture. Complètement différent. Ah oui, ta question. Pardon, oui, alors Orwell, il a toujours voulu être un famous writer en majuscule. Ah oui, ça déjà c'est quelque chose. Non, mais moi je trouve ça. Il a travaillé très dur, il était doué, il avait beaucoup à dire. Il venait d'une famille qui était vraiment gérée par des femmes intellectuelles. Sa mère et sa tante étaient féministes, suffragettes. Sa tante a été emprisonnée avec Emmeline Pankhurst. Wow. Sa tante avait un salon à Londres avec des grands écrivains comme H.G. Wells, etc., qui venaient. Mais on apprend ça. On ne peut pas apprendre ça dans les biographies parce que, encore, il est impossible que ces hommes reconnaissent que Orwell, comme intellectuel, ça venait de son entourage féminin. Donc il n'invisibilise pas seulement son épouse, mais aussi sa mère, sa tante, etc., etc. Parce que le père, il n'était pas intellectuel. Non, ça a l'air d'être. Ça n'a pas l'air d'être quelqu'un de très intéressant. Alors l'histoire d'Orwell est beaucoup plus intéressante avec les femmes qu'il aimait, avec les femmes qui sautaient dessus, avec les femmes qui l'ont élevé. Alors c'est une histoire complète si vous voulez. Non, avec l'écriture, il n'aurait pas pu écrire autant et ça n'aurait pas été aussi bien. Et avec La ferme des animaux, qui, comme tu dis, est un livre à part, totalement à part. Et j'espère que quand les lecteurs lisent mon livre, que ça sera évident que Eileen et ses lettres sont ravissantes, sont hilariantes, sont perspicaces et ils ont ce ton qu'on retrouve dans La ferme des animaux. Tandis que tous les autres livres d'Orwell, il y a toujours un homme qui est comme Orwell au centre. Il y a Winston Smith, il y a Gordon Comstock, il y a toujours un homme qui est un underdog. Quelqu'un qui est d'une condition inférieure. Qui se sent inférieur et qui regarde le monde de cette perspective, de cette position. Et ça vient, je crois, je sais pas, je suis pas sûre, c'est mon avis, mais je crois que ça vient d'avoir une mère et une tante à laquelle il était très proche, féministe. Hein, de se voir comme outsider un petit peu. Et ça lui donne cette position qui est très très intéressante pour un auteur, très important, de se sentir comme outsider et regarder le monde et vouloir déchiffrer un peu le monde et decode it et découvrir les secrets et écrire au sujet du non-dit. Et c'est toutes ces choses-là qui font d'Orwell un écrivain superbe. Mais il a été beaucoup aidé par Eileen. D'ailleurs, quand Orwell voulait écrire, il voulait pas écrire un roman quand il a commencé La ferme des animaux. Il voulait écrire un essai au sujet de Staline. Et Eileen, qui à cette époque, qui avait travaillé aussi, parce que Orwell ne gagnait pas d'argent, alors elle a aussi travaillé pour l'argent. Et elle a travaillé au département du censorship. De la censure. De la censure pendant la guerre. Service de la censure. Service de la censure au Department of Information à Londres pendant la guerre. Alors ça veut dire elle lui a dit tu ne dois pas écrire un essai au sujet de Staline, parce qu'il avait très très peur de Staline après ses expériences en Espagne. Parce qu'il n'y a personne qui va publier ça, parce que maintenant Staline est de notre côté contre Hitler. Il faisait partie des Alliés. Alors je ne suis pas sûre de la suite de cette conversation, mais à la fin on a un roman, La ferme des animaux, qui a
et il écrivait pendant la journée quand elle était au bureau, et elle revenait, elle faisait les courses, elle faisait le dîner, et puis ils se mettaient au lit et tous les soirs ils écrivaient et ils travaillaient ensemble sur la prochaine partie de Animal Farm, la famille. Oui, c'est vraiment Alors, une c'est écriture vraiment presque à quatre mains. à 80. Et lui, il pensait que La ferme des animaux était son meilleur livre. Oui, je suis d'accord avec ça. Moi aussi d'ailleurs. Et je ne veux pas dire quelque chose qui rend. Alors le livre est elle, à Oxford, par exemple, elle avait fait des études avec J.R.R. Tolkien. Oui, Tolkien, quoi, Tolkien. Pour les bons français. Merci, en bon français, Tolkien. Et sur les fables et le structure de fables et tout ça. Alors, lorsque lui, il n'a pas fait d'études à l'université. Alors, elle avait beaucoup à donner à ce... Ah oui, non, mais ça, c'est vrai que c'est tout à fait fascinant, parce que quand on lit La ferme des animaux, oui, on sent bien effectivement qu'il y a une structure qui est complètement différente. Et voilà, donc comme par hasard, Eileen, comme tu le dis, a fait donc sa licence de lettres à Oxford avec Tolkien, où elle a étudié les fables. Donc on voit bien, et puis on voit sa perspicacité, on voit son humour, parce que comme tu le dis, effectivement, dans ses lettres, et surtout les lettres à Nora, elle a énormément d'humour. Oui. Je pense que ça devait être sa manière aussi de supporter son quotidien, de tourner les choses à la rigolade plutôt que d'en pleurer, ce qu'on peut tout à fait comprendre. Et c'est sans doute une femme qui aurait pu écrire, effectivement, si elle n'avait pas épousé Orwell, peut-être qu'elle serait elle-même devenue une écrivaine. Oui. Et moi, ce qui me frappe justement dans l'histoire d'Eileen, c'est que y a presque une sorte de sacrifice d'elle-même, en fait. Oui. Et oui, c'est vrai. Je crois qu'à la fin du mariage, elle lui a écrit, il voulait partir pour une île en Écosse qui s'appelle Jura. Et c'était toujours elle qui devait travailler pour l'argent. Et elle lui a écrit, j'espère que je pourrai à la fin aussi gagner de l'argent de la maison. Si tu sais ce que je veux dire. C'est ce elle lui a écrit. Il était parti en Europe à la fin de la guerre, et c'était à elle de organiser toute la vie. Et je crois qu'elle veut dire, après cette expérience d'avoir écrit avec lui à faire des animaux, elle voulait écrire elle-même. Ce qu'elle avait fait d'ailleurs du journalisme, des essais avant son mariage. Cette question de sacrifice de femmes, c'est difficile parce que dans des sociétés patriarcales, c'est une chose qui est une femme qui se sacrifie pour les besoins d'autres. C'est une femme bien. Oui, c'est normal même. C'est normal. Mais à la fin, je trouve que c'est quelque chose de très très violent contre des femmes. Oui, complètement. C'est comme le sati en Inde ou quelque chose comme ça. De se sacrifier pour des autres, c'est quelque chose qui va au cœur des sociétés patriarcales. Parce que c'est vouloir anéantir des femmes ou qu'elles le fassent elles-mêmes pour les autres. Qu'elles donnent tout jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien, jusqu'à l'anéantissement total. Ouais, c'est ça. Et alors, moi, je voulais aussi te poser une question parce que dans ce livre sur Eileen O'Shaughnessy, donc évidemment, tu parles de George Orwell, et on découvre une facette d'Orwell que je pense personne ne connaît. Je ne sais même pas si quelqu'un a écrit là-dessus avant toi. C'est Orwell, le prédateur sexuel. Ah oui. Et ça, c'est abominable. Sans parler, tu vois, de son histoire avec Eileen, tout ce qu'il a pu faire par ailleurs, c'est franchement abominable. Et je pense que il aurait pu faire figurer parmi les exemples que Claire Dederer cite dans son livre qui paraît bientôt aussi, qui s'appelle Les monstres, où elle parle de ce genre de choses. Oui. Tu sais, c'est très intéressant parce que lui, oui, il y avait beaucoup de femmes
il avait beaucoup de petites amies avant Eileen et aussi tout le long de son mariage avec elle. C'était parfois des femmes littéraires, des éditrices, des femmes à la BBC où il travaillait pendant la guerre, plein de femmes. Et entre elles, il y avait aussi des femmes où il se jetait vraiment dessus. Alors c'était... Oui, il sautait dessus. C'est des agressions. C'était des agressions sexuelles, oui, c'est ça. Et c'est choquant. Ce qui est aussi choquant, alors c'est choquant pour... il y a des gens, il y en a un qui est un homme qui est lié avec la famille d'Orwell, qui disent, bon, mais c'était les mœurs à cette époque-là. Et je me demande, c'était vraiment ça, c'est facile, ça. C'était les mœurs vraiment de sauter dessus, les femmes, les jeunes femmes, de leur agresser ainsi. Et je trouve ça très intéressant qu'un homme aujourd'hui peut dire ça. Et dingue. Aussi, presque toutes mes informations viennent, bon, à 40%, peut-être 80%, viennent des biographies. Mais les biographes, ils ont du mal à parler de ça. Parce que, naturellement, ils aiment Orwell. Ils veulent faire un portrait d'Orwell qui est... valorisant. Qui est valorisant, mais qui est aussi complet. Alors, il y a cette contradiction. Il faut dire ce qu'il a fait. Ah, Jacinta, ceci et cela. Il faut dire, mais c'est très difficile pour eux. Alors, ils mettent ces choses en doute. Ils disent, ah oui, il s'est couché avec une adolescente au Maroc, par exemple. Il a demandé la permission à Eileen. Mais il y a un biographe qui écrit que c'était une prostituée pour que ce soit pas aussi choquant que ce soit une adolescente. Ou ils mettent en doute la femme qui disent « Orwell m'a sauté dessus ». C'est comme aujourd'hui, ça se passe aujourd'hui aussi. Oui, ça n'a pas tellement changé en réalité. Ouais. La façon dont on traite justement les victimes, ça n'a pas du tout changé, je pense. On ne les croit pas, elles sont des folles. Les biographes mettent ça en doute, ou les méthodes sont très intéressantes. Alors je les dissecte. Oui, tu dissèques. Tu dissèques très bien ça. Je trouve ça très intéressant. Très intéressant. Ou ils mettent ça dans des petites notes bas de page. Pour invisibiliser les choses. C'est très intéressant. C'est vraiment un grand effort qu'ils font pour effacer les témoignages des femmes que Orwell a sauté dessus. De toute façon, on peut dire, chaque fois que ce soit donc des femmes qui ont été ses victimes, des femmes qui l'ont aidé, sa propre épouse, toutes les femmes de son entourage, de toute façon, disparaissent, comme si, en fait, ce qui restait pour les biographes, c'était un homme qui s'est construit tout seul. Il y a une espèce de légende du patriarcat à l'œuvre qui est terrible. Mais ça, ce que tu viens de dire, ça décrit parfaitement le livre, mais aussi parfaitement comment on a, dans l'histoire, dans le patriarcat, partout dans le monde, à chaque époque, ces grands hommes. Parce qu'ils sont plus grands, parce qu'ils ont les travaux de femmes et la génie des femmes autour d'eux qui leur rend plus grand. Et puis, les femmes sont effacées. Alors, on a l'impression, il a tout fait tout seul, il s'est fait tout seul comme écrivain, il a tout fait tout seul, et il n'y a personne qui a souffert. Il n'a agressé personne. Alors, il a tout fait tout seul, et comme génie, et il n'y a pas de dégâts, si tu sais ce que je veux dire. Il n'y a pas de victimes. Et ça ne peut pas être vrai, parce que nous sommes tous liés, nous avons besoin d'autres. Bien sûr. Et ce n'est pas possible. Alors c'est cette mythe fondamentale dans le patriarcat que je veux démonter ou regarder de près. Oui, mais ça, tu le fais, mais admirablement. Je dois dire que c'est vraiment... j'ai appris plein de choses en te lisant, enfin, en te traduisant, bien sûr. Alors, justement, une chose qui est intéressante, c'est que le titre du livre en anglais, c'est wifedom. Oui. Donc, c'est un mot qui n'a pas d'équivalent en français, qu'on pourrait traduire en gros par la condition d'épouse ou peut-être plus littéralement le territoire de l'épouse, le domaine de l'épouse. Et
tu fais bien entendu le constat de ce que c'est pour Aileen et pour les femmes de son époque, mais tu fais des parallèles, donc comme on le disait tout à l'heure un peu, avec notre époque. Et moi, ce sera ma dernière question. Qu'en est-il du statut donc des épouses d'aujourd'hui et des mères aussi, puisque c'est quand même un peu, ça se recoupe un peu les deux. Est-ce que les femmes sont toujours dans le piège où s'est retrouvée Aileen? Ben oui, d'une certaine manière. Quand le patriarcat est dans le passé, nous serons libres. Oui, quand ce sera terminé. Ça sera terminé. Mais aujourd'hui, c'est pas encore terminé. Les statistiques sont très claires, c'est pas encore, surtout, c'est pas encore terminé. Ce mot wifedom, je veux d'abord. C'est un mot assez rare en anglais. Hein. Moi, je l'ai inventé, hein, c'est pour ça. Tu l'as inventé? Je crois que ça existait déjà. Je sais pas. Je sais pas, peut-être, mais c'est pas un mot, c'est pas. Non, c'est c'est pas courant, non, ça du tout. C'est. Si je mets un tout petit peu en anglais pour dire ça. So, a wife is a femme, une mariée. But dom is a suffix in English. Ça vient de l'ancien allemand tum. Et ça veut dire, comme tu dis, un domaine, un état spirituel, un état d'âme, a state of being, et aussi un domaine. So, kingdom is un domaine. Dukedom is un domaine. Serfdom, c'est l'état d'être esclave. Mais aussi wisdom, ce que je trouvais très très joli. Je n'y avais pas pensé à la sagesse. Et alors, c'était parfait pour le livre en anglais parce que elle avait la sagesse, elle avait habité dans ce domaine privé et c'était aussi un endroit physique et psychique. Alors, je voulais faire ça. Mais oui, je suis désolée, Karine, que c'était tellement difficile à traduire. Ah ouais, mais il y a plein de choses comme ça dans le livre. Hein. Il y avait doublethink, il y avait contre-fiction, il y avait... Ça, contre-fiction, c'est très facile à transposer vers le français. Oui. Ça, il n'y avait pas de problème avec contre-fiction. Oui, parce que c'est du latin. Contre-fiction, d'ailleurs, c'était important pour moi parce que c'est partie de fiction que j'écris. Quand je regarde les biographies et à la fin de quelques années de les étudier, je me suis rendu compte que en fait, ces biographies, ce sont des fictions. Parce qu'il y avait tellement de personnages qui n'étaient pas là. Alors, ce sont des fictions qui ont pour but créer un héros mythologique et fictionnel. Et moi, j'enterre Aileen et je voudrais créer un... Tu déterres Aileen. Je déterre. Voilà. Oui, non, j'enterre pas. Oui, je déterre, je la déterre. Déterre Aileen. Et je la... C'est pour ça que c'est un contre-fiction. C'est un fiction contre le fiction qui se passe pour biographie. Ah oui, mais ça, je trouve que ce terme aussi, c'est vrai que j'en avais pas parlé, mais c'est un terme qui est extrêmement intéressant. Eh bien, je te remercie beaucoup, Anna, de cette interview passionnante. Et puis, je conseille bien sûr à tout le monde de lire L'Invisible Madame Orwell, donc d'Anna Funder, aux éditions Héloïse d'Ormesson. Merci, Karine.